Il y aura un deuxième tour pour l'élection présidentielle au Bénin sous réserve de la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Lionel Zinsou et Patrice Talon s'affronteront le 20 mars selon les grandes tendances données par la Commission électorale autonome. Eh bien, les deux hommes arrivent en tête du premier tour du scrutin avec respectivement 28,44% et 24,80%. Qui du Premier ministre Lionel Zinsou ou de l'homme d'affaires Patrice Talon sera le successeur de Boni Yayi? Sébastien Germain Ajavon, arrivé troisième avec 23,03%, se présente désormais comme celui qui a toutes les cartes en main. Quelle sera la consigne de vote? De quoi seront faites les alliances? Retour sur ce processus électoral béninois dans ce numéro de Face à Face avec Mohamed Madi Diabakate, expert électoral, auteur du livre « L'autorité électorale à l'épreuve de l'alternance au sommet de l'État ». Merci d'être là. Merci. Dimas Dikodo, journaliste, patron du quotidien privé togolais Forum de la semaine. Dimas, merci également. Je vous en prie. Et puis en plateau, Rajoul Mouamadou, journaliste politique à New World TV. Rajoul, qui est l'un de nos envoyés spéciaux au Bénin dans le cadre de ces élections. Rajoul, merci d'être là. Mardi 8 mars à 4 h du matin, la Commission électorale nationale autonome du Bénin a délivré les grandes instances du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, selon l'expression employée par son président. Le chef du gouvernement sortant, Lionel Zinsou, serait en tête, j'allais dire. Il devrait affronter l'homme d'affaires Patrice Talon au second tour. On attend désormais les résultats de la Cour constitutionnelle. Depuis Cotonou, on fait la correspondance avec Armel Kwasi Johnson et Bonito Bochwe avant de revenir en plateau avec nos invités. Ce sont des chiffres qui ont été publiés en application des dispositions de l'article 15 du Code électoral et sans les résultats du vote des Béninois de l'extérieur. Ils portent sur les 546 arrondissements du pays avec un taux de participation d'un peu plus de 64%. Selon la Commission électorale nationale autonome, le Premier ministre Lionel Zinsou serait en tête, suivi de l'homme d'affaires Patrice Talon. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Sébastien Germain Ajavon, 693 492 voix, soit 23,03%. Abdoulaye Biochane, 264 515 voix, soit 8,79%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. La Commission électorale nationale autonome précise toutefois que ces grandes tendances ne constituent ni des résultats provisoires ni définitifs que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer. Des résultats qui ont été compilés à partir d'un système mis en place par la même commission. Les suffrages recueillis par les candidats ont été communiqués par les différents coordonnateurs d'arrondissement au moyen d'un système de transmission vocale, téléphonique, informatisé et sécurisé mis en place par la Commission électorale nationale autonome en attendant le contrôle de conformité avec les documents électoraux transmis par ces mêmes coordonnateurs d'arrondissement. Avec ces grandes tendances, on tend vers un second tour de l'élection présidentielle au Bénin si la Cour constitutionnelle confirme ses résultats. C'était un reportage d'Armel Kwasi Johnson et de Bonito Bochwe, nos envoyés spéciaux à Cotonou. On va d'abord commencer avec vous, Rajoul, vous qui avez été l'un de nos envoyés spéciaux à Cotonou. D'abord, comment ça s'est passé? Le processus électoral béninois qui a démarré d'abord par tout ce que l'on sait, en passant par la campagne jusqu'à ce 6 mars 2016, jour du vote du premier tour. Je pense que la campagne a été marquée par un certain nombre de couacs au niveau de l'organisation. C'est peu dire, parce que on a vu un report. Il y a eu un report avant que l'élection ne se tienne. Voilà. Initialement pour le 28 février. Et puis voilà, aujourd'hui ça s'est passé, les résultats sont sortis.
personne ne conteste, alors qu'on aurait pu craindre au niveau de la fiabilité, de la transparence du scrutin. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont partis voter avec leurs cartes d'identité nationale à la place des cartes d'électeurs qui n'ont pas été distribuées à temps. Il y a eu entre la Sénat, l'équivalent de leur commission électorale nationale indépendante du Togo, c'est un peu ce qu'ils appellent la Sénat, la commission électorale nationale autonome, et le COSLEPI qui était en charge de la confection et de la distribution des cartes, qui s'est vu dessaisir par la Cour constitutionnelle, et puis ça a été transmis au CNT, la Commission nationale de traitement, je crois, des données. Et puis, il y a eu un certain nombre de couacs, mais aujourd'hui, tout le monde est satisfait qu'à l'issue du processus, les résultats soient acceptés par tous les participants, tous les 33 candidats, jusqu'à l'heure où nous entrons en studio. Aucun candidat n'a rouspété ou accusé de quelque fraude que ce soit. Merci beaucoup, Rachoul. Alors, Madi Diabakate, vous qui êtes expert électoral, on parle de 64% comme taux de participation. Ça veut dire que le président qui sera élu pour succéder à Iboni, en tout cas, est un président qui est vraiment légitime. Bon, je pense que la légitimité, elle n'est pas liée au taux de participation. Mais dans tous les cas, on sent que le peuple béninois s'est mobilisé pour aller aux élections. Et c'est surtout le deuxième tour qui nous permettra d'apprécier si finalement ces 64 iront au deuxième tour pour voter ou on aura d'autres abstentionnistes qui viendront entrer dans la danse. Dimas, mais ce qui est encore frappant, saisissant dans le cas béninois, c'est que il y a 64%, mais on le voit dans plusieurs pays où après l'élection, il y a eu une guerre des chiffres au niveau du taux de participation. Mais au Bénin, tout le monde semble d'accord que voilà, il y a eu 64% comme taux de participation. Le Béninois n'est pas contestataire dans le sang, comme nous le voyons au Togo ici. Les Béninois s'accordent, même si c'est autour d'une corruption, si c'est autour d'un désordre, ils s'accordent à ne pas trop contester. Vous avez vu que les élections organisées sous Yahi Boni ont été de véritables désordres. Il est venu avec une élection plus ou moins propre. Après, ce qu'il a organisé, c'est la catastrophe. Il y a une grosse partie de la liste électorale qui était avalée lors de sa première élection. Et vous avez vu qu'il était porté lors de sa première élection par toute une coalition et il jouissait d'une virginité politique qui lui a permis de venir au-devant des choses, mais il a été contraint au deuxième tour. Mais vous avez vu qu'au moment où lui-même, il organise une élection et que toute cette coalition était contre lui, mais il est passé au premier tour. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Malgré tout, au lendemain, il est venu, il a présenté ses excuses, ça s'est arrêté. Ceux qui avaient voulu contester, il y a eu quelques détonations de gaz lacrymogène et puis ils se sont tués. Maintenant, on lui donne encore la chance d'organiser une élection à laquelle lui-même il ne participe pas. Mais c'était du désordre. C'est du désordre, mais malgré tout, c'est la contestation qui démontre que l'élection est corrompue. Mais à partir du moment où il n'y a pas contestation, tout le monde crie, tout le monde dit « Oh, ok, il y a un modèle de démocratie au Bénin, il y a quand même tous ceux qui étaient proches ont vu que réellement c'était vraiment du désordre. Il n'y a pas eu de guerre de chiffres, simplement parce que le Béninois veut que ce qui est officiel soit accepté. Voilà. Et donc vous allez voir que le résultat qui sera proclamé lors du deuxième tour sera peut-être accepté par tout le monde. Rajoul, vous qui avez vécu de près l'élection présidentielle au Bénin, c'est vrai tout à l'heure, vous avez évoqué ce problème de carte d'électeur que certains électeurs n'ont pas eu. On a dit ceux qui n'auraient pas les cartes d'électeurs 48 heures avant le jour du vote ne voteraient pas. Et puis après, on a parlé de 24 heures, les gens sont allés même voter sans carte d'électeur. Est-ce que vous partagez l'analyse de Dimas qui dit qu'il y a eu un peu de désordre autour de l'organisation de cette élection? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de ratés qui ont été
constatés et qui ont été reconnus par la Sénat, entre autres, par la Cour constitutionnelle, ce qui a nécessité un report. Voilà. Et moi, je dirais que les 64% de participation, c'est assez honorable. Hein. Je me dis, vu le processus parti comme c'était annoncé, moi, je m'attendais à plus de friction, plus de problèmes par rapport à ça, plus de contestations. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec 64%, c'est exactement l'étiage des élections précédentes. Hein. Je crois en 2011, on était autour des 64%. C'est un taux de participation qui est assez honorable. Les Béninois se sont mobilisés massivement pour aller aux urnes malgré les contestations. Et comme il le disait, je pense que ça relève d'un état d'esprit général du Béninois. Ils sont acquis à la démocratie et ils sont très peu enclins à la contestation. Mais en même temps, je crois savoir que quelques heures avant la proclamation des résultats, des grandes tendances, hein, c'est le terme entre guillemets qu'a employé Emmanuel Tiando, le président de la Sénat, oui. Zinsou, dans les états-majors à Javon et de Talon, on se disputait une guerre de chiffres. Au point que même il y a eu un communiqué. Voilà. Et puis les observateurs de la CEDEAO, cabinet Komara, l'ancien Premier ministre guinéen, tout le monde est revenu pour dire bon voilà, pas de contestation, le scrutin a été propre, accepter les résultats tels qu'ils ont été annoncés. Alors, Madi Tebakate, est-ce que le fait que certains électeurs soient allés voter sans carte d'électeur ne constitue pas un facteur? C'est vrai, aujourd'hui, on parle de Béninois qui se retrouvent ou qui se mettent d'accord sur l'essentiel qui n'ont pas la contestation dans le sang, pour emprunter l'expression à Dimas. Mais est-ce que le fait qu'ils soient allés voter sans carte d'électeur ne constitue pas un facteur de contestation? Non, je pense que nous devons saluer l'esprit patriotique des Béninois, mais également attirer l'attention sur l'esprit qui a guidé les autorités béninoises et qui pouvait nous conduire à un conflit dans ce genre de situation. Parce que on a une structure qui est chargée. Déjà en 2011, cette structure, la LEPI, a été utilisée dans des conditions que Dimas a déplorées tout à l'heure et qui ont conduit au maintien de Yahya Boni au pouvoir. Aujourd'hui, on continue par utiliser cette même structure. L'EPI, liste électorale permanente et informatisée, pour que les gens soient au fait de Effectivement. Donc la liste électorale permanente et informatisée, elle a été utilisée pour cette élection, mais du fait que le travail n'a pas été efficace, on a eu ce report. Entre-temps, on transfère ces données au Centre national de traitement des données, qui en fait, normalement, dans une élection responsable, cette liste devait être au niveau de la CENI. C'était le Centre national de traitement des données qui devait s'occuper de la liste électorale. Ce n'était pas à une autre structure d'ailleurs de le faire. Ça aussi, c'est un raté. Mais ce qu'on se dit, il y a déjà eu des noms qui sont sortis. Il y a des gens qui sont venus avec des cartes d'identité, des gens qui sont venus avec les anciennes cartes d'électeurs, des gens qui sont venus avec les nouvelles cartes d'électeurs. Mais je pense que tout cela est constitutif de conflit. Et si des dispositions ne sont pas prises pour le deuxième tour, il y aura forcément conflit. Parce que 48 heures avant, le président de la Sénat dit « Nul ne votera s'il n'a la nouvelle carte d'électeur ». 24 heures avant, il se ravise, il dit « L'ancienne carte utilisée pour les élections, je pense, législatives locales peut être utilisée ». Aujourd'hui, après le scrutin, on entend il y a eu les anciennes cartes, il y a eu la nouvelle carte, il y a eu les cartes d'identité. Dimas, est-ce qu'on peut envisager, pas envisager, mais est-ce qu'il peut y avoir un revirement de situation, voir les Béninois, comme il dit, que cela peut être constitutif de conflit au Bénin? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est, vu les premières réactions, l'accueil qui est réservé à l'annonce de ces grandes tendances-là, vous allez voir qu'il ne peut pas avoir de revirement. Parce que les contestations ne se programment pas. Les contestations programmées sont étouffées. Cela ressort d'une légitime inspiration et de façon spontanée. Si cela ne vient pas ainsi, Dimas vous convainc? Ça ne peut pas venir. Bon, vous savez, les Béninois, des acteurs politiques béninois aux citoyens béninois n'ont jamais cessé de nous surprendre. Alors, prenez un Adrien Mbedi qui a été supporté par Patrice Talon pour être président de l'Assemblée nationale et qui, quelques mois après, vient supporter Lionel Zinsou contre Patrice Talon. Alors, les Béninois sont habitués à ces jeux des acteurs. Et ils ont compris que c'est un jeu, chacun se retrouve dedans. Maintenant, là où se trouve la crispation, c'est que la campagne a déraillé à un moment donné où Zinsou a été taxé d'étranger. Pour les autres, c'est un étranger, ce n'est pas un Béninois. Alors, est-ce que cela sera utilisé comme argument pour le deuxième tour?
Si c'est le cas, la tension peut monter à un moment donné. Rajoul, la tension peut-elle monter au Bénin au point même que la maturité politique du peuple béninois soit remise en cause? Toutes les hypothèses sont ouvertes, je pense. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut porter de jugement de valeur. Il vaut mieux porter des jugements de fait. Il y a une antipathie qui est réelle. Les Béninois, quand vous les écoutez, les Béninois de la rue, moi j'ai été très surpris par les résultats. Parce que les gens vous disent, lui c'est un Yovo. Hein, un blanc. C'est un blanc, c'est un monsieur Payot, on n'en veut pas. Hein, et il n'a qu'à rentrer chez lui, c'est un blanc, on ne vote pas pour lui. Mais moi je me suis surpris de le retrouver au premier tour, premier, hein, en tête, alors que les autres candidats qui avaient plutôt les faveurs du public, les badauds qu'on rencontrait dans les rues de Cotonou, se sont tus. Battus et personne ne respecte. Ça veut dire que franchement, il y a un tempérament béninois, une certaine maturité qui fait que les gens ne s'enflamment pas très facilement. Certainement, le jeu des acteurs politiques, ces séries de combinations que les gens mènent entre eux, tantôt avec les uns, ces fréquentations un peu qui mélangent les genres. Les politiques, les hommes d'affaires, l'argent, tout ça, ça forme un magma assez gluant dans lequel les électeurs comprennent que voilà, c'est un jeu et qu'il ne faut pas jouer ce jeu dangereux là pour détruire peut-être la cohésion, l'unité du Bénin et préserver cette image. Je pense que les Béninois sont très attachés à l'image de leur pays comme étant un modèle. Moi, je parlais avec des Béninois qui me disaient « Ouais, nous sommes des pionniers de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est nous qui avons inventé la conférence nationale après tout. » Donc il y a cette fierté-là qui les anime au point que, quel que soit ce qui arrive, comme Dimas l'a dit, il faut que les Béninois se retrouvent autour de l'essentiel. Je pense que la nationalité, la couleur de peau de Lionel Zinsou est un sujet de crispation. Ça oui, pourrait évidemment devenir conflictogène. Effectivement, on va en parler dans cette émission. Il n'est pas le seul à être traité. Alors Dimas, je crois, oui, rapidement. Même à Javon est traité de Togolais. Oui, considéré comme tel. Très bien, on va parler de tout ça là tout à l'heure, mais c'est vrai, avant de revenir sur chacun des trois candidats qui sont, on va dire, arrivés en tête du premier tour et dont deux vont s'affronter au deuxième tour, il faut quand même qu'on parle de cette Sénat-là, la Commission électorale nationale autonome qui a tenu, on va dire, sa promesse. La question à Madi Diabakate qui a tenu sa promesse parce que, voilà, à écouter le président Emmanuel Tiando, les résultats provisoires seraient donnés dans les 72 heures. Et il a tenu promesse. Oui, il a tenu promesse parce qu'un système a été mis en place pour collecter les résultats. Dieu merci, il n'y a pas eu de coupure technique, il n'y a pas eu de contretemps, les résultats sont arrivés. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles la Sénat travaillait pouvaient prévoir ou bien nous permettre de dire que tout allait bien se dérouler? Je ne pense pas forcément. Aujourd'hui, c'est un coup de chance et une fois de plus, je dis, c'est la maturité du peuple béninois qui est à saluer. Est-ce qu'il faut parler, est-ce que le mot coup de chance ou l'expression coup de chance est recevable? Oui, c'est recevable. Quand on sait que la Sénat, à un moment donné, est dépassée par les événements. Faut-il accepter ceci? Faut-il pas accepter? Faut-il trancher par rapport à ceci? Ne faut-il pas? Et vous avez vu que cette Sénat n'a pas devancé les événements en un certain nombre de choses. Il a fallu que soit les candidats ou d'autres par les débats puissent poser des problèmes avant que la Sénat ne court pour pouvoir trouver des solutions. Par exemple, en ce qui concerne les cartes, en ce qui concerne d'ailleurs par exemple les appareils photos, les portables et autres qu'on pouvait introduire dans tout cela n'était pas prévu d'avance et c'est par à coup que la Sénat procédait pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses. Maintenant, ils se sont acceptés autour d'un certain nombre de chiffres. On verra ce que ça va donner avec le second tour. Mais pour le moment, ce n'est pas parce que cette Sénat a été vraiment excellente qu'elle a pu parvenir à ce résultat que nous avons, bien à ce comportement que nous voyons actuellement. Alors, Rajoul, il y a eu par rapport à la compilation des résultats, par rapport même au convoiement des urnes, on nous a dit qu'on a pris par la route au XXIe siècle, en 2016, pour une démocratie comme le Bénin. Ouais. Où les candidats ont utilisé des hélicos. Des hélicos pour faire campagne, des drones, tout ça. Mais on utilise la route. La route pour transporter les urnes et compiler les résultats. À pied même. Est-ce que ce n'est pas un risque?
Je pense que là, ce sont les ratés du processus. Le drame avec les pays africains, c'est qu'on ne tire pas les leçons, on n'applique pas les recommandations qu'on formule soi-même à l'issue d'un tel processus pour pouvoir améliorer la pratique dans le processus suivant. Mais en même temps, je ne pense pas que la Sénat soit la seule blâmable. La Sénat n'agit que dans un périmètre de compétences données. La Sénat a un peu un rôle d'arbitre de touche. Un peu. Ils n'ont pas la maîtrise totale du processus. C'est une Sénat qui n'a pas tout le pouvoir pour confectionner les cartes. C'est ce que le législateur a voulu. Le législateur a coupé le Sénat de ses possibilités et a mis d'autres maillons, d'autres chaînes. Et la Sénat appartient à une chaîne dont le COSLEPI entre-temps, et la CNT, tout ça. Il y a une décentralisation des activités au niveau de la Sénat. Donc du coup, c'est très facile pour le président de la Sénat. Moi, je l'ai eu en interview. Il m'expliquait que voilà, moi, c'est pas de ma faute si les cartes d'électeurs ne sont pas remises à temps. C'est la responsabilité du COSLEPI. Ils ne l'ont pas fait, donc c'est pas la faute de la Sénat. Donc la Sénat n'est que maillon dans la chaîne. Voilà. Du coup, si on tire sur la Sénat, je pense qu'on choisit très mal notre cible. C'est peut-être l'ensemble du fonctionnement qu'il faut revoir, peut-être réformer, donner plus de compétences à la Sénat et élargir ses compétences pour, dans les prochains scrutins, prendre en charge le recrutement des électeurs, le dénombrement et tout. Mais la suprématie de la Sénat par rapport à ces autres démembrements-là était claire et avérée. Sauf que ce n'est pas tout à fait bien assumé. Oui, mais c'est difficile à dire. Je pense que la Sénat, très difficile à dire. Je suis d'accord. L'expert électoral. Je suis d'accord avec Radul parce que la Sénat au Bénin, elle s'est retrouvée comme une entité de coordination et on a laissé le travail à des équipes techniques qui ne dépendent pas directement d'elle. Mais le véritable problème au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est que la Sénat est toujours mise en place tardivement, ce qui ne lui permet pas d'avoir le temps nécessaire pour préparer convenablement les scrutins. Et si les autorités béninoises sont sérieuses, c'est qu'elles doivent prendre en compte toutes les recommandations qui seront faites à l'issue de ces scrutins pour revoir le statut de leur Sénat, parce que, je le dis souvent, on peut avoir un secrétariat technique permanent, mais cela ne garantit pas que le travail soit fait, parce que les financements n'arrivent que lorsqu'on met en place la Sénat elle-même. D'accord. Alors, mais là, nous allons une Sénat technique en bonne et due forme. Mais ce qui se passe, par exemple, nous allons nous intéresser aux résultats obtenus, au score obtenu par chacun des 3 candidats, pour ne pas dire chacun des 5 candidats, parce que disons de la trentaine. On va s'intéresser aux 5 premiers et puis on verra le reste. Et voilà. Il y a Lionel Zinsou, le Premier ministre sortant, qui obtient 28,44%, 24,80% pour Patrice Talon et 23,03% pour Germain Sébastien Ajaron. Alors, on sait que le candidat Lionel Zinsou est porté par une coalition FCBE, RB, PRD. Alors, l'ensemble de ces partis-là font 28% contre 24,80% pour Patrice Talon. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, bien que cette coalition de plusieurs partis, dont le parti de Adrien Oumbedi, le président de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs habituellement obtient 27%. Alors, est-ce que les consignes de vote ont vraiment passé au Bénin? Non, ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi. Non, c'est clair. Vous avez vu que ce score, Adrien Oumbedi seul pouvait le faire. Alors, si ce n'est pas fait malgré la coalition, ça veut dire... Dimanche, vous regardez la parole. Alors, si vous dites que ce score, Adrien Oumbedi peut le faire, et d'ailleurs, c'est de bonne guerre parce qu'il a souvent obtenu 27%, ça veut dire que c'est le PRD qui a finalement voté pour Lionel Zinsou, c'est ça? Quelque part, oui. Et alors, où sont les militants et les électeurs de la FCBE? Les consignes ne sont pas suivies. Alors, c'est reversé, soit sur Ajaron, soit sur Talon. Vous savez que c'est les deux vierges quand même sur la scène politique, quand bien même ils sont des faiseurs de roi. Mais au-delà de tout, ce que moi je vois, c'est le résultat, l'aspect qui m'a plutôt étonné, c'est que le résultat de Zinsou est en deçà des attentes. Hein. Oui. Oui, mais vu, il faut voir son départ, d'où est-ce qu'il venait. Oui. Hein? Et la machine... Zinsou, le candidat de la France, Zinsou le Blanc, tout ce qui a été... Mais si vous voyez le passé, vous suivez un tout petit peu le passé de Zinsou d'Erlin, si vous voyez ses interventions au sein du Parti socialiste français, la façon... Vous parlez de quel Zinsou? Parce que vous avez dit... Zinsou d'Erlin. Lionel Zinsou d'Erlin.
Zinsou Derlin. Oui, parce que il faut préciser, candidat. parce que l'autre c'est Émile Zinsou Derlin. Voilà. Émile Zinsou Derlin. Celui-ci c'est Lionel Zinsou Derlin. Voilà. Alors, si vous voyez ces interventions sur l'échiquier politique français, mais c'est un pur français. Faut pas, ce n'est pas du tout du racisme quand... Non, un Béninois peut-être à la mentalité française. Je dis, si vous voyez... Non, mais c'est quelqu'un qui s'était imposé. Voilà, c'est un acteur politique français, d'abord. Mais il y a beaucoup d'images, beaucoup de ces interventions qui ont circulé. Et vous avez vu, il ne sait jamais, il n'a même pas mis un peu de marge. Il s'est considéré 100% français. Parlant des autres, il parle d'eux. Et parlant de la France, il parle de nous. Et avec des stratégies qui n'ont rien à envier à une conception de la néocolonisation. D'accord. Rajoul, finalement, c'est la formule TSZ qui a marché. Tous sauf Zinsou. On peut le dire, parce que je pense qu'il faut analyser à tête froide. Oui, il faut analyser à tête froide ce qui s'est passé sur le plan politique. Parce qu'il faut regarder, moi j'observe quelque chose de très important. Vous allez voir que Patrice Talon, Ajavon, c'est des gens qui ne s'appuyaient pas sur des partis politiques. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, les électeurs ne se reconnaissent pas forcément dans les partis. Donc, ce qui pourrait peut-être expliquer le fait que les consignes de vote n'aient pas fonctionné au premier tour. Vous allez vous rendre compte que le PRD, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le PRD seul pouvait faire ce score. Oui. Mais on est face à une multitude de candidats, une élection à choix multiples, où il y a trop de candidats, il y a une saturation de l'espace politique. Candidats au total. Donc, ce qui nécessairement induit une dispersion électorale. Les voix se dispersent parce que des personnes arrivent à capter de plus en plus de gens qui ne votent pas pour des candidats de l'establishment un peu, on va dire. Et Zinsou, c'est un acteur politique très neuf qui vient d'arriver. S'il n'était pas passé par la case primature et avec le soutien du FCBE, du RB, je suis sûr qu'il serait vraiment à l'étiage des 0,%. On est d'accord, parce qu'il faut se dire que voilà, il a été récupéré par un appareil politique qui est là, qui certainement n'a pas fonctionné à plein tube. Il s'attendait à passer dès le premier tour, ce qui serait la meilleure chose pour lui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, au second tour, on peut s'attendre à une coagulation de toutes les rancunes, de toutes les critiques contre lui. On va revenir vers le bloqué. Alors, Madi, on a souvent, l'Afrique a souvent, pour ne pas dire certains Africains, ont souvent tendance à dire que ce sont les puissances étrangères qui font les rois, qui font les chefs en Afrique. Est-ce qu'au Bénin, ça a marché? Non, c'est l'impression qu'on a au Bénin présentement. Oui, parce que les Béninois disent Zinsou, c'est un candidat de la France. Mais là, face aux résultats du premier tour, on constate que ça n'a pas marché. Non, partiellement ça a marché puisque Zinsou est premier. Ça, c'est déjà une réalité. Oui, mais s'il faut analyser les résultats avec le PRD qui a déjà fait ce score-là. Mais Zinsou est premier. Et rien ne nous dit, parce que si on a eu 33 candidats, c'est parce que les gens sont prêts à vendre leur soutien au deuxième tour. Ça, c'est la stratégie au Bénin. C'est pour ça que c'est à votre avis ce qui pourrait expliquer la multiplicité des candidatures. Zinsou peut manœuvrer dans ce sens. Et n'oubliez pas que parmi ces 33 candidats, on a presque des anciens ministres de Yahi Boni. Ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut leur demander de revenir à la maison et soutenir le candidat de la maison. Mais la plupart, oui, mais Dimas, même si tous ces candidats, ou la plupart de ces candidats sont des anciens ministres de Yahi Boni, s'ils revenaient aujourd'hui apporter leur soutien dans ce que Rajul appelait tout à l'heure une coagulation, apporter leur soutien à Lionel Zinsou, est-ce que ça peut marcher? Vu que les Béninois, ils se disent aujourd'hui, tous sauf Zinsou, on peut tout faire, mais si cette coalition est maintenue, Zinsou aura beaucoup de difficultés au second tour. D'ailleurs, si nous prenons simplement, si nous avions le basculement ou bien le soutien solide pour Talon de Ajavon, de Koupaki, de ABT, ben, c'est fini. C'est fini. La multitude de 0,0,0 ne peuvent pas changer la donnée. Les données. Et donc, je pense qu'on ne va pas tabler. On va dire à quoi peut ressembler, voilà. À quoi va ressembler le second tour des élections? On est d'accord que le chéquier va fonctionner à plein tube pour ces seconds tours. Ah ouais, cette débauche. On est tous d'accord que même le premier tour, beaucoup d'argent circulé. Et trop de gens ont voté parce qu'ils ont pris des bakshish, des cadeaux auprès des candidats. Donc tout cela n'est pas de nature pour moi
à rehausser l'éclat de la démocratie béninoise. Parce qu'une élection achetée à coup Moi, on te d'argent... dit que c'est une élection américaine, à l'américaine. Oui, mais à on n'achète pas les électeurs, on n'achète pas les conscience voix. Il y a un achat de Quand même, conscience c'est et ce qui est qui est interdit déplorable. par le code électoral. Je pense qu'aujourd'hui, inévitablement, indubitablement, celui qui est en position de faiseur de roi, c'est Ajavon, Sébastien Ajavon. S'il apporte son soutien à Zinsou, Zinsou passe, ça c'est sûr. Parce que la somme des deux fait déjà les 51 là, justement, suffisamment nécessaire. la question qui se pour posait, passer. Dimas d'abord avant m'a dit, la question qui se pose, voilà, aujourd'hui, le troisième larron, c'est un certain Sébastien Germain Ajavon qui s'en sort avec 23,03% entre Lionel Zinsou et Patrice Talon, puisque Patrice Talon et Ajavon ont ceci de commun que ce sont des hommes d'affaires. Est-ce que la combinaison entre hommes d'affaires va marcher ou alors Ajavon va porter sa caution à Zinsou? Ça peut marcher ou pas. Vous savez qu'il y a déjà un greffe d'Ajavon contre Talon suite à l'arrivée de Yaïboni qui lui aurait raflé un certain nombre d'opportunités pour l'attribuer à Talon. Et après, ça a capoté entre les deux. Et donc, est-ce que, vous savez, en politique, tout est possible, les alliances bizarres, les alliances contre nature, c'est possible. Et donc, est-ce que ça peut marcher si Javon s'appuie sur Lionel Zinsou, on peut dire que mathématiquement, ça passe. Mais s'il s'appuyait sur Talon, mathématiquement, ça ne passe pas d'office. Il va falloir se rallier les voix d'ABT et de Koupaki pour pouvoir avoir les reins solides en ce moment. Mais est-ce que cette combinaison homme d'affaires qui aiment se donner des coups en milieu d'affaires, ce n'est pas les enfants de cœur, est-ce que cette combinaison peut marcher? Oui, vous savez, en politique, tout est possible, comme non aussi. Ça dépendra du jeu que peut-être la métropole va jouer. Très bien. Il y a, on va dire, cette guerre-là entre Patrice Talon et Sébastien Javon au sujet des 5 milliards de francs CFA. Est-ce que ce facteur est programme de suffisant? vérification des importations? Non, je pense que ça ne va pas se jouer là parce que ce sont tous des opérateurs économiques. Et comme je l'ai dit au Bénin, c'est du marchandage. Ajavon a l'opportunité de dire à Talon, j'ai besoin de ça, j'ai investi ça, discutons-en. Et puis, sérieusement, le meilleur choix qui s'offre à Javon, c'est de supporter Talon. Parce qu'il a la possibilité d'être candidat peut-être après Talon. Parce qu'aujourd'hui, ce sont deux acteurs qui sont venus sans parti politique. Et ils ont des scores très serrés. Ça veut dire qu'à Javon a l'assurance que je peux, sans les partis, devenir président. Mais s'il s'amuse, puisqu'aujourd'hui le contexte béninois, c'est que c'est le TSZ, s'il s'amuse à donner un appui à Zinsou, comme Humbedi l'a fait de par le passé en faisant des acrobaties. Il n'est pas dit que ces consignes soient suivies. Non, évidemment, il n'est pas dit que ces consignes soient suivies, mais je pense quand même que ceux qui ont voté pour Ajavon voudraient mieux que ce que Yaïboni leur proposait, qui est Zinsou à la fin de son mandat. Aujourd'hui, il y a la formule TSZ, tout sauf Zinsou, à supposer que Sébastien Ajavon fasse alliance ou rallie le camp de Zinsou. Est-ce que ces électeurs pourraient le suivre et voter pour Lionel Zinsou contre Patrice Talon? Je pense que là-bas, il faut se poser une question très importante aussi pour savoir pourquoi est-ce que les Béninois votent. Est-ce qu'ils votent pour des idées? Ils votent pour un homme qui a des idées, qui veut changer la société béninoise. Alors, toi qui as été sur le terrain, qui a été au contact des Béninois. Oui, je pense qu'il y a une diversité d'électeurs. Il y a certains qui se contentent de prendre quelques billets et aller voter pour celui qui est le plus offrant, et d'autres qui regardent un peu dans le projet de société pour voir qu'est-ce qui est intéressant. Donc, l'idéal serait que la société béninoise, que tout le monde réfléchisse comme ça, que ce soit des électeurs qui opèrent des choix rationnels, parce qu'une élection, on élit un président pour un quinquennat ou un septennat, ça dépend. Donc, quand l'élisant, on est sûr que ce monsieur a le bon plan, a les bonnes idées, a les bonnes solutions pour le pays. Et déjà, il faut rapidement rappeler que ABT, par la voie de sa directrice de cabinet, de campagne, a déjà apporté son soutien. Ça s'annonce son soutien très mal Patrice Talon. pour Zinsou. Et éventuellement, Koupaki devrait rallier Talon. Parce que Koupaki, il est en rupture de banc et c'est
c'est quasiment irréconciliable avec le camp Yahi Boni, ancien Premier ministre, avec qui il est en rupture. Et quand vous prenez le parti de Koupaki, c'est le parti des frustrés un peu, des déçus de Yahi Boni. Donc, c'est pas facile pour ces gens-là d'opérer ce retour au bercail dans la perspective du second tour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la stratégie pour Zinsou serait de tout faire pour obtenir la cooptation de Ajavon. Au regard de tous ces éléments, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une victoire de Patrice Talon au second tour de cette élection? Oui, ce n'est pas exclu. D'ailleurs, la probabilité est plus forte à ce niveau. Mais, est-ce qu'il renforce ça? D'ailleurs, c'est que Ajavon, qui pouvait faire le roi, a un certain nombre de faiblesses. Premièrement, il est taxé d'étranger. On le considère comme un Togolais. Mais c'est de moindre ampleur que... Non, le problème ici, c'est quoi? Au Bénin. Au Bénin, non. Ce que je voudrais dire ici... Il vient en vacances. En même temps qu'il y a une fondation sur place qui travaille pour le Bénin, il ne faut pas oublier ça. Non, je le conteste pas. Ce que je voudrais dire par ceci, c'est que à partir de là, est-ce qu'il ne serait pas blessé dans sa fierté nationale et citoyen pour démontrer aux gens que je ne voudrais pas prendre la chose Bénin pour des étrangers ou bien pour remettre aux étrangers, étant donné que moi-même, je suis déjà taxé d'étranger, je vais démontrer aux Béninois, puisqu'il a d'énormes opportunités d'affaires là-bas, je vais démontrer aux Béninois que je suis nationaliste. Et donc, je vais me rallier à quelqu'un qui est considéré comme pur sang. En clair, vous voulez dire que vous ne voyez pas Ajavon rallier Zinsou, par exemple? Voilà. Je le vois plutôt du côté de s'il veut faire des calculs de patriotisme, il risque de venir ici. Donc, si Zinsou n'est pas béninois, non, mais non, cette il peut se revendiquer aussi ce patriotisme-là. Non, il ne s'agit pas. Merci beaucoup. Merci, calmez les ardeurs. Personne n'est en train de donner des cartes d'identité ou de nationalité aux gens. Mais nous parlons de réalité et des fibres sur lesquelles les gens peuvent. N'oubliez pas que nous sommes sur un terrain politique et tout est exploitable. D'accord, merci beaucoup. On va pas calmer les ardeurs. Madi, aujourd'hui, non, ce n'est pas ça. À supposer qu'au lendemain du 20 mars, Patrice Talon soit élu président de la République du Bénin. Il y a cette affaire aussi d'empoisonnement entre son ancien bras droit, l'actuel président, Yahi Boni, qui va devenir un citoyen béninois ordinaire après le 20 mars. Qu'est-ce que ça va, comment est-ce que ça va pouvoir se gérer? On a suivi Patrice Talon après son vote, où il a dit, mais pourquoi le président Yahi Boni dit qu'il laisse le Bénin aux Béninois? Il est béninois comme tout le monde. Il n'est qu'un ancien président. Qu'un discours politique. Non, c'est un discours politique. Mais ça veut dire aussi que Talon veut rassurer les Béninois que je ne ferai rien contre Yahi Boni. J'ai pardonné. Alors, reversez-moi tout le soutien potentiel que Yahi Boni a pour le deuxième tour. Parce que c'est ça aussi un enjeu. Il envoie aussi un message à Yahi. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà du Bénin. Vous êtes béninois, restez ici. Yahi se trahit. En disant ça, Yahi se trahissait parce que Yahi essaie de construire un vrai bunker à Lomé ici. À la page, je vous dis, c'est quelque chose de gigantesque. Si vous voyez, vous savez que c'est une résidence. Et il prépare sa retraite. Il prépare sa retraite directement au Togo. Et donc, s'il parle comme ça, c'est un langage, un acte manqué, un langage qui le trahit. Effectivement. Moi, je pense que le débat politique gagnerait en hauteur si nous pouvions dépasser ces considérations de couleur de peau. Parce que moi, j'ai été très déçu. C'est ce qui m'a d'ailleurs déçu dans l'observation que j'ai faite de la vie politique béninoise, cet accent appuyé trop sur ces différences de mélanine dans la couleur, dans la peau pour dire un tel est un métis. Il y a des centaines de milliers de métis franco-béninois ou franco je ne sais quoi. Le Bénin se vante d'être le pays qui exporte le plus de médecins en France. Ces médecins-là ne se marient pas tous nécessairement avec des Béninoises. Il y a des mariages mixtes qui s'opèrent et des enfants naissent de ces mariages-là. Ces enfants ont une double appartenance et je pense qu'il est très important pour nos pays de sortir de cette paranoïa, de ce discours un peu anti-France-Afrique qui ne correspond en réalité en rien. Le Bénin, c'est une économie qui dépend essentiellement... C'est une économie fiscale. Je ne refuse pas. D'accord, merci. C'est une instrumentalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vite fait de rappeler ses origines espagnoles à Manuel Valls. Il est venu tardivement dans un jeu
et Merci dans des beaucoup. conditions qui ne le permettent pas. Voilà, le temps imparti est arrivé donc à sa fin. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Juste un mot à l'endroit des femmes. 5 secondes pour chaque invité sur ce plateau. Je pense que nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers la femme en général, parce que sans elle, je pense que beaucoup d'entre nous ne seront pas ce qu'ils sont. Rajoul. Je pense qu'il y a une femme qui a été candidate au Bénin. Elle fait partie de ceux qui ont entre 0,04% Marie-Élise et 1%. Bédot. Voilà, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour les femmes pour s'imposer dans l'espace politique et dans la vie économique, sociale en général. Il y a du travail et c'est aussi également aux hommes de faire de la place pour les femmes. Dimas. Mes hommages à ma maman, qui a fait de moi ce que je dis. Je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne suis pas un brigand dans la rue, Ouais. mais je me débrouille. Et mes hommages aussi à ma femme, qui entretient ce que ma maman a laissé entre ses mains. Merci beaucoup. Et mes petites filles. Et hommage à toutes les femmes du monde. À toutes les femmes du monde. Merci. Merci beaucoup à toi, Dimas. Dimas Dikodo, journaliste directeur de publication du quotidien privé togolais Forum de la semaine. Madi Diabakate Mohamed, expert électoral, auteur du livre L'autorité électorale à l'épreuve de l'alternance au sommet de l'État. Et puis Rajoul Mohamedou, journaliste politique à notre rédaction. Rajoul qui a fait partie donc de notre équipe de reportage à Cotonou durant tout ce processus électoral au Bénin. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Et à vous tous qui nous avez suivis, un sincère merci pour votre fidélité légendaire à ce rendez-vous face à face sur New World Info.